Alors, on va lancer le séminaire. Donc, je laisserai le soin à monsieur le doyen Jean-Daniel Voyer, qui nous fait l'honneur à tous ici, et en particulier à nous autres organisateurs, de bien vouloir inaugurer cette énième saison du séminaire Ethnologie et Archéologie. Cette année, m'a rejoint officiellement mon collègue et estimé camarade, M. Jérémy Cometti. Et donc, à partir de maintenant, on va coordonner à deux. Et l'équipe d'organisation reste la même, c'est-à-dire, en ajoutant M. Cometti, c'est-à-dire M. Roger Sommet, qui est actuellement en cours du musée de zoologie, donc il ne peut pas nous rejoindre, c'est imposé. Monsieur Valéry Zetoun, paléoanthropologue, qui est à Paris en mission à l'étranger, je crois. Et monsieur Bernard Moiseau, qui lui est avec nous pour cette inauguration et qui va être d'ailleurs notre conférencier, on en parlera bientôt. Je rappelle juste que le séminaire Ethnologie et Archéologie a été créé en 2014 dans une optique d'ouverture interdisciplinaire, notamment parce que l'archéologie est une discipline sœur de l'ethnologie. Alors, je constate d'ailleurs avec grand plaisir qu'il y a un grand nombre d'archéologues ici présents dans la salle, merci. Et l'information a du mal à passer entre les différentes composantes de l'université. Je ne sais pas si on pourrait y remédier. On peut toujours y remédier. Via le doyen de la faculté des sciences historiques, peut-être, ça vient. Parce que je n'arrive pas à connecter. Et donc, l'archéologie, non seulement classique, mais également préhistorique, de temps long. Et ça a été créé en 2014, et puis il y a eu un de nos collègues qui nous a obligé de quitter le séminaire, il y a trop de travail, et puis on a inclus la paléoanthropologie, qui est la discipline sœur aînée de l'ethnologie, anthropologie, et qui, elle, considère le temps extrêmement long. Et aujourd'hui, on a envie de s'ouvrir encore plus à d'autres disciplines, notamment l'économie. C'est pour ça qu'on a fait appel non seulement à notre doyen en tant que doyen évidemment, mais aussi en tant que spécialiste qui s'intéresse un peu, de manière comme M. Jourdain faisait de la prose, mais en mieux, il s'intéresse à l'anthropologie économique et à notre discipline de manière très sympathique et très créative. Donc merci de votre présence à titre personnel aussi. Et je laisse la parole à mon camarade. Non. Ah oui, je suis donc présent après. C'est vrai, à notre doyen estimé. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, mesdames et messieurs les intervenants, chers collègues, chers étudiants et étudiants, vous m'avez fait le plaisir et l'honneur de me demander d'introduire ce premier séminaire du cycle annuel Être d'exception non humain, approche interdisciplinaire et de sciences participatives. Il sera, je le sais, l'occasion de présentations riches et diverses. Le séminaire, pour fixer les choses, s'intéressera cette année, et comme l'indiquent les organisateurs, à des plantes, des arbres, des montagnes ou des animaux réels ou allégoriques, mais aussi à des ancêtres, des divinités, des génies du sol, des hauts lieux sacrés, voire à des objets importants tels les masques ou les statues qui peuvent jouer un rôle prépondérant, sinon exceptionnel, dans la vie de ces collectifs. S'il fallait traiter les faits sociaux comme des choses, vous nous proposez donc de traiter les choses et les animaux comme des faits sociaux d'exception. L'ambition de ce séminaire est également d'être un séminaire d'une part interdisciplinaire et d'ethnologie, mais également ancré dans les activités pédagogiques et scientifiques de l'Institut d'ethnologie. Outre les présentations qui y auront lieu, ce séminaire profitera de l'implication des étudiants qui s'occuperont de l'enregistrement des séances et de leur mise en ligne. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis enregistré en ce moment. Pas encore. Ah, quel dommage. Pourquoi c'est pas Ah zut, sinon j'aurais pas dû le... Vous le couperez au montage. Donc. Quel dommage. Donc ce séminaire, je le disais, profitera de l'implication des étudiants qui s'occuperont donc de l'enregistrement des séances et de leur mise en ligne, permettant ainsi le rayonnement des activités strasbourgeoises au niveau national, mais aussi international.
Ces présentations, et donc vos présentations, seront également l'occasion d'un travail de réexploitation par les étudiants et de synthèse qui sera fait lors du séminaire final à la mi-décembre. Le séminaire est ainsi un moment d'exposition des recherches scientifiques, mais aussi un véritable moment de socialisation à la recherche, effectué dès la 3e année, et j'ai même vu dès la 2e année, donc 3e année du parcours d'ethnologie ou 2e année de la licence de sciences sociales. Je tiens donc ici à remercier chaleureusement les étudiants impliqués dans ce projet, ainsi que leurs enseignants encadrants. Au regard des interventions prévues, c'est également l'entrecroisement des regards sur des thèmes variés qui nous est proposé et qui participe à la dimension interdisciplinaire qui caractérise la faculté des sciences sociales de Strasbourg et qui réjouit, vous l'avez dit, le vulgaire économiste que je suis, mais non l'économiste vulgaire au sens de Marx, en tout cas j'espère. L'ouverture sur l'extérieur, sur des terrains nouveaux, sur des thématiques originales, sont nécessaires au dynamisme et à l'émulation intellectuelle. Elles empêchent la sclérose et l'égocentrisme qui caractérisent trop souvent le monde universitaire. Il est donc tout à fait normal que le séminaire bénéficie du soutien de la faculté et du financement de la commission scientifique, comme il bénéficie de celui de l'Institut d'ethnologie et des laboratoires associés d'INAM et SAGE. Enfin, ce séminaire marque, je l'espère, le début d'une nouvelle ère et d'une nouvelle ambition pour l'ethnologie à Strasbourg, le début d'un travail en commun pour faire de l'Institut un institut phare en France et dans le monde à l'horizon 2025. En tout cas, c'est la promesse de Pierre Leroux et de Jérémia Cometti, notamment. Donc, j'espère qu'elle sera tenue. Tel est donc en tout cas mon vœu, qui est finalement celui que j'avais déjà quand j'étais étudiant dans cette université qui s'appelait USHS à l'époque et dans cette faculté des sciences sociales qui s'appelait UFR SSPSD. Il partait d'un constat extrêmement simple mais tout à fait sérieux, comme vous pourrez vous en rendre compte vous-même, selon lequel Francfort avait ses saucisses, Strasbourg aussi. Francfort avait une école de pensée critique reconnue internationalement, Strasbourg n'en avait pas. En ce temps-là, comme dirait Aznavour, j'avais 20 ans et tel était mon souhait que de voir émerger une école donc de Strasbourg, une école de pensée critique, féconde et interdisciplinaire. Ce projet m'anime encore aujourd'hui et mon investissement dans la bureaucratie si chère à Pierre Leroux est uniquement motivé par lui. Il faut en effet savoir faire des sacrifices pour arriver à ses fins, ou au moins essayer de les atteindre. Puissiez-vous donc contribuer à ce projet qui ne peut être que collectif et qui ne peut naître que dans l'enthousiasme. Mes remerciements donc vont bien évidemment aux intervenants de ce jour, aux intervenants également des séminaires futurs, aux membres du comité d'organisation, Jérémia Cometti, Pierre Leroux, Bernard Moiseau, Roger Sommet et Valérie Zetoun, aux assistants également, Romain Denimal, Marc-Emmanuel Grand-Georges, Brian Nemec et de manière plus générale à l'association d'ethnologie. Il s'adresse également très chaleureusement à Jérémia Cometti et à Pierre Leroux, coordonnateur du séminaire. Longue vie au séminaire, enfin à vous aussi, et tout de bon. Merci. Je laisse la parole à Jérémia Cometti pour les présentations. Monsieur, vous avez venez avec moi. J'ai oublié d'annoncer, oui, alors tous les ans, on a un groupe de synthèse de volontaires, d'étudiants volontaires qu'a rappelé monsieur le doyen. C'est une innovation pédagogique, je crois. C'est assez rare en France. Donc, on fait intervenir un groupe constitué de volontaires issus de la L2, la licence 2e année en sciences sociales, la L3, du Master 1 et du Master 2, si possible des doctorants, mais ceux-là on les voit moins. Alors, ils sont très occupés par leur thèse. Alors, ce groupe suit toutes les séances, prend des notes, etc. Et à l'issue du séminaire, c'est-à-dire enfin la dernière séance aura lieu le 14 décembre, si je me souviens, ils présenteront à leur tour en équipe la synthèse à la fois individuelle et collective de leurs idées sur le thème, nourries de réflexions critiques surgies après audition des différents intervenants. C'est quand même intéressant. L'expérience a commencé en 2015 à l'initiative de Marc Grand-Georges qui m'en a soufflé l'idée que je vais piquer, mais je rends à César.
Ceci dit, calmez-vous. Et donc, l'équipe en 2015 a marché, l'équipe en 2016 a encore marché, c'était un petit peu plus élaboré, la forme qu'elle a maintenant, et en 2017 également, ça a été un succès. Un succès, pas de défection, mais aussi beaucoup d'enthousiasme, et surtout, alors on va s'en rendre compte, puisqu'il y aura la mise en ligne bientôt des différentes, enfin de la dernière séance, j'espère, non seulement des conférenciers, mais des étudiants aussi. Et alors c'est un peu long, pourquoi? Parce que c'est l'association d'ethnologie qui s'en charge gracieusement à la place des institutions. C'est un travail qui normalement, s'il était pris en charge par l'institution, coûterait cher. Grâce à l'association d'ethnologie, c'est-à-dire les étudiants qui s'en occupent, nous avons, de manière très professionnelle, nous avons toutes les conférences en ligne, comme au Collège de France, mais un petit peu moins, enfin quand même, c'est l'école de Francfort, ou presque, hein, comme le rajoutait notre ami de Strasbourg. Voilà, de Strasbourg, pardon. Et donc, merci à l'association d'ethnologie qui, cette année encore, va se charger de la lourde tâche d'enregistrer, mais ça c'est rien, et de couper, parce qu'il y a beaucoup de choses à couper, vous avez pu comprendre, et de monter de sorte que ça soit, disons, entendable sur les chaînes publiques, enfin YouTube. Vous avez une chaîne dédiée sur YouTube, hein, c'est ça. Merci, je passe la parole à... Ah oui, alors le groupe de cette année est dirigé par monsieur Swan Gastin, comment on prononce Gastinger, parce que je connais que les prénoms, ouais. Qui est en Master 2 d'anthropologie et qui va nous donner les noms et les différentes promotions des 4 ou 5 personnes qui sont avec lui dans le groupe. Oui, dans notre tâche de synthèse, dans notre tâche de synthèse, donc je serai épaulé de Maxime Brissac, de Maël. Quel niveau, s'il vous plaît? Alors je vais le dire. Ouais. Donc il y a 3 personnes qui sont en 3e année de licence, à savoir Maxime Brissac, Maël Wipzeller et Mégane Meyer, et encore 2 personnes en Master 1, Pauline Pépin et Laetitia Lévy. Et en Master 2 vous, et on espère, on attend je crois un L2 qui... Voilà, c'est en instance. On le saura très bientôt. Merci monsieur. Merci. Je me donne la parole. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite quand même remercier le professeur Leroux qui m'a invité à organiser avec lui ce séminaire. L'année dernière, j'ai suivi avec beaucoup de passion et enthousiasme, comme les étudiants. D'ailleurs, la plupart des présentations du séminaire qui portaient, vous le savez, sur les êtres, des exceptions, mais c'était des êtres d'exception, la plupart de conférences qui étaient des êtres d'exception parmi les êtres humains, on va dire. Aujourd'hui, c'est donc pour moi un honneur et donc aussi un plaisir d'être ici, si vous voulez, de l'autre côté de la chaire, avec Pierre Leroux, un autre cher doyen, Jean-Daniel Boyer, qui nous a fait l'honneur aussi d'ouvrir ce séminaire. Aussi Bernard Moiseau et Isabelle Yaya Mackenzie qui vont présenter plus tard leur papier. Comme quelqu'un parmi vous le sait, je suppose déjà, mes recherches concernent notamment les relations que les sociétés humaines entretiennent avec ce qu'ici en Europe on appelle environnement, milieu écologique, biosphère ou, si vous voulez, dans un sens plus large, la nature. C'est pour cela que cette année, Pierre Leroux et moi-même, nous avons décidé de suivre en quelque sorte la même ligne de l'année dernière. Autrement dit, il s'agira, comme l'a déjà évoqué Jean-Daniel Boyer, d'élargir la réflexion entamée l'année précédente, mais à des entités dites non humaines. Des entités non humaines qui sont dotées d'un esprit, d'une âme, ou, si vous voulez, d'une intentionnalité, ou encore d'une subjectivité, et d'autres propriétés internes, on va dire, analogues, en quelque sorte, comparables à celles des êtres humains. Bien évidemment, selon les groupes ou des collectifs qui composent des humains et non humains, toutes les entités qui composent ces collectifs ne sont pas, si vous voulez, dotées systématiquement de telles propriétés. Et parmi celles qui possèdent ces propriétés analogues à celles qu'on attribue aux êtres humains, il existe des espèces ou des entités qui ont ces particularités en quelque sorte plus remarquables d'autres. Autrement dit, cette année, le séminaire s'intéressera
aux plantes, à des arbres, mais encore à des montagnes, à des animaux, mais également aussi à des ancêtres, à des divinités, à des esprits, à des génies des lieux, mais aussi à des objets tels les masques, des statues, on va voir aujourd'hui aussi des pierres. Des objets qui peuvent, bien entendu, jouer un rôle prépondérant, sinon exceptionnel, dans la vie de ces collectifs, je répète, composés d'humains et de non-humains. Ces sujets de recherche nous a semblé, d'un côté, une continuité naturelle et logique de l'année précédente, mais également, je tiens à le souligner, un sujet qui s'intègre parfaitement dans un séminaire de recherche interdisciplinaire qui essaye de faire dialoguer d'un côté l'anthropologie et de l'autre l'archéologie. Et c'est justement dans cette direction et dans cette volonté de faire dialoguer méthodologiquement, théoriquement, mais aussi épistémologiquement ces deux disciplines que nous avons voulu, Pierre Leroux et moi-même, dédier cette année ce séminaire à une personne qui pendant toute sa vie de chercheur, notamment dans l'Amazonie colombienne, a essayé de faire dialoguer l'archéologie et l'anthropologie. L'anthropologie notamment sous l'influence structuraliste de Claude Lévi-Strauss et sous l'influence aussi de son maître Philippe Descola. Cette personne est Dimitri Karadimas, qui est directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire d'anthropologie sociale de Paris, qui nous a quittés malheureusement en 2017. Pour rendre hommage donc à la personne, à sa mémoire et à ses recherches, je vais vous lire un passage écrit par son ami Stéphane Rostand dans un article en hommage à Dimitri intitulé « Nu, sauvage et anthropologue » où l'on se souvient de Dimitri Karadimas, paru cette année dans le journal de la Société des Américanistes. Et je le cite. Dimitri a su marier l'anthropologie et l'archéologie au profit mutuel des deux sciences. Sa démarche, extrêmement originale, aboutit à un entendement global transgéographique et transchronologique du monde mytho-iconographique indigène d'Amérique latine, ainsi qu'il exprimait fort justement dans une citation qui Rostand prend lui-même dans son article que je vais vous lire. Et ça, c'est Dimitri qui nous dit ça. Dans son HDR, donc l'habilitation à diriger des recherches défendues à l'HECS en 2016 sous la direction de Philippe Descola. Cet ensemble hétéroclite, ces associations pour nous étranges des singes, des guêpes, des raies, que l'on retrouve sur des iconographies datant de plus de 1500 ans, qui pourtant existent toujours aujourd'hui dans des mythes, dans des rites contemporains, laissent apparaître une constante culturelle jusqu'ici passée entièrement inaperçue. Elle redessine la continuité culturelle du sous-continent sud-américain et montre qu'une certaine unité existe au-delà des variations des climats, d'altitude, des formes sociales, des familles linguistiques ou d'ensembles régionaux. Cette unité recompose le sous-continent de manière à le percevoir comme un vaste ensemble dans lequel un groupe de transformations de mythes, de rites, d'images et de formes est à l'œuvre depuis plus de 2 millénaires. Fin de citation de Dimitri. Et je récite Stéphane Rostand qui commente ces mots. Dimitri est parvenu de cette manière à présenter une superbe démonstration structuraliste, extrêmement persuasive, et intégrant des gigantesques échelles spatiales et temporelles. Il plaça le champ de ses recherches américanistes à l'interface de l'ethnologie et de l'archéologie, et finit par dévoiler les inférences insoupçonnées et des cheminements compliqués mais lumineux. Cette fabrique des idées révéla une permanence et une extension extraordinaire de la conception amérindienne du monde et l'étendue des sciences indigènes, de l'astronomie, de la nature et de la symbolique. Son apport ne se limita pourtant pas à ce seul sujet, déjà bien vaste, mais pris en dimension théorique plus englobante. Les pistes qu'il a défrichées occuperont encore pour longtemps notre réflexion et notre dynamique scientifique. Fin de la citation. Je vous rappelle que Stéphane Rostand, archéologue de l'Amazonie, présentera ses recherches dans le cadre de ce séminaire le 7 décembre prochain et je vous invite à y assister nombreux. Bon, en attendant
que mon collègue arrive, il est déjà au courant, donc c'est pas très grave. Je vais présenter le deuxième intervenant, qui est un habitué de l'Université de Strasbourg, puisqu'il s'agit de notre collègue et ami, Monsieur Bernard Moiseau. Alors, il est socio-anthropologue, directeur de recherche à l'IRD. Tout le monde ici sait qu'est-ce que l'IRD, c'est célèbre, c'est l'Institut de recherche pour le développement, n'est-ce pas? J'insiste assez, la Rolls-Royce de la recherche française. Et l'IRD a une unité de mixte de recherche qui est plusieurs, mais celle-ci spécialisée entre autres sur notre domaine, mais dans une approche plus interdisciplinaire, c'est le GRED, gouvernance, risque, environnement et développement, qui est basé à Montpellier, et c'est un partenariat avec l'université Paul Valéry de Montpellier 3, c'est ça? Et donc de l'IRD. Alors l'IRD, enfin le GRED plus exactement, à travers la personne de Bernard, est partenaire du séminaire depuis plusieurs années maintenant, qui cofinance avec nous cet événement et qui participe scientifiquement puisqu'il est membre du comité d'organisation. Aujourd'hui, va nous parler une fois de plus d'une société qu'il connaît bien et que nous connaissons en général assez mal, celle des aborigènes australiens, mais d'un secteur particulier, toujours les Kimberley, c'est ça. Les Kimberley, donc dans le nord-ouest de l'Australie, une population chez laquelle Bernard Moiseau a vécu plusieurs années et qu'il connaît bien et dans laquelle il va retourner bientôt, si je ne me trompe. C'est prévu, non? Dans 10 jours. Dans 10 jours. C'est énervant un peu. Moi, je suis là. Non, c'est de la vraie ethno-histoire. C'est de la vraie ethno-histoire. Donc, je vous laisse la parole, chers collègues, en vous remerciant. Bien, merci, je suis ravi de faire mon petit show annuel parmi vous. Je suis aussi très content, comme l'a souligné l'intervenante précédente, de voir que la salle est bien remplie, ce qui est effectivement pas toujours le cas dans les séminaires en sciences sociales et encore moins en ethnologie, dans certaines universités. Vous allez voir que, et puis vous avez beaucoup de chance, parce que même si pour les étudiants on voyage à des tarifs relativement faibles, là dans la même journée vous faites Amérique du Sud, Australie, donc c'est quand même un package assez économique et assez intéressant. Et puis vous allez voir, alors on ne s'est pas du tout concerté, mais je pense que c'est dû à la maestria de Jérémia et de Pierre, qu'il y a pas mal de points communs, ou en tout cas il y a des choses en résonance dans ce dont je vais vous parler. Alors, on va commencer. On assume. Alors, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est essayer de... Je vais vous parler de ces relations passées et puis contemporaines entre une population et un animal. C'est plutôt une entité qu'un animal mythique dans le nord-ouest de l'Australie. Voilà la région où j'ai travaillé avec la communauté établie dans ce village. Et puis là, vous voyez de ce côté-ci un monsieur qui était en fait le leader cérémoniel dans un des cycles d'initiation auxquels j'ai pu assister. Et il ne vous échappera pas que les dessins corporels qu'il a ont l'air de reproduire d'une manière assez proche, en tout cas les deux grandes rivières qui sillonnent cette région. Et puis on va voir au fur et à mesure pourquoi ce dessin et pourquoi aussi un des papas d'un des jeunes initiés avait sur son dos ces dessins qui sont proches, parce qu'ils représentent à la fois aussi les deux rivières, mais là séparées, d'une forme un peu qu'on peut rapprocher aussi à celle d'un serpent, et vous verrez que ce n'est pas par hasard, avec un certain nombre aussi de dessins, à la beaucoup moins stylisés que dans le pointillisme qu'on connaît sur les peintures aborigènes, mais on voit qu'il y a des poissons, on voit qu'il y a des tortues, on voit qu'il y a des nénuphars, et des croissants de lune, des choses comme ça. Donc tout ça, comme toujours, c'est pas par hasard, ça a un sens, et on va essayer de lui donner un peu de sens. Alors je ne vais pas revenir sur les classiques, sauf si vraiment on a des gens qui sont perdus en ce qui concerne les aborigènes d'Australie, mais globalement, chasseurs-cueilleurs, nomades, pas complètement nomades, plutôt semi-nomades, puisque les gens bougeaient à l'intérieur d'un territoire déterminé, des processus de sédentarisation qui étaient déjà engagés dans certaines régions d'Australie, où les gens, par exemple, suivaient les migrations de certaines espèces animales, ou suivaient, un peu comme les Amérindiens dans les grandes plaines,
faisaient des mises à feu dans des zones de savane et se regroupaient après les kangourous quand l'herbe repoussait. C'était des zones de chasse. Donc les gens bougeaient pas mal. Ce dont je vais vous parler en premier, c'est le concept qu'on traduit mal, bien sûr, par le temps du rêve en français, ou le dream time en anglais, qui est un référent unique, quasi unique sur l'ensemble de l'Australie, qui, comme ça se rapproche de ce qu'on vous a dit tout à l'heure, qui correspond à une période, on va dire, d'avant les sociétés aborigènes, d'une période où un monde qui était informe a été mis en forme par des entités qui se sont succédées, que ce temps du rêve a un départ, celui où la Terre était plate, et où ces êtres informes sont sortis de Terre et avaient souvent un petit peu, d'ailleurs, la forme qu'on a vue dans les statues d'argile ou les représentations dans la grotte de la première diapo qu'a montré Jérémia. C'était des individus avec une tête, si vous voulez, des bras, mais les doigts n'étaient pas formés, etc. Les premiers êtres mythiques qui apparaissent en Australie sont pas finis, sont informes comme ça. Et puis, au fur et à mesure de leur pérégrination, de leur voyage en Australie, d'abord leur corps va se finaliser, se former, en même temps que la société elle-même va se former avec la création des groupes de parenté, la création, l'origine de certains mythes, de certains rites, etc. Donc, mise en forme de la nature et de la société, tous les actes qu'ont fait ces ancêtres sont visibles dans la nature aujourd'hui, en tout cas l'étaient, et on va dire, pour faire rapide, les actes qu'ils ont faits ont marqué certaines parties du territoire, mais à leur décès, ils sont rentrés dans le sol, et très souvent, on trouve des blocs de rochers, un bouquet d'arbres, et des choses comme ça. Donc, on est encore une fois un transfert ou le fluide de certaines entités qui se transmet directement à des blocs de rochers. Il y a deux types de ces entités mythiques. Il y a une fois les héros civilisateurs, donc ceux au départ qui ont disparu et dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, et puis des êtres hybrides qui, eux, avaient la faculté de passer de l'état animal à l'état humain, ou de l'état végétal à l'état humain, ou encore de l'état minéral à l'état humain, au gré de leur volonté. Et à cette époque, heureuse époque, la mort n'existait pas. C'est-à-dire que les gens mouraient, mais hop, comme dans les jeux vidéo, on renaît avec plus de vie et ça repart. Donc voilà. Mais à un moment précis, la mort est devenue définitive, etc., etc. Bon, un peu compliqué d'entrer dans les détails. Mais parmi toutes ces entités communes à la grande partie du continent australien, on a le fameux serpent arc-en-ciel qui est représenté ou stylisé sur cette peinture sur écorce-là. Et vous voyez que, en tout cas, tel qu'il est là, il est loin de ressembler à l'image qu'on a habituellement d'un serpent. On dirait plutôt une sorte d'hippocampe qui a séché et puis qui a une fin de vie un peu difficile. Qu'est-ce qui se passe quand les aborigènes, à l'heure actuelle ou dans le passé, faisaient des cérémonies ou des rituels sur des endroits bien spécifiques? Eh bien, eux-mêmes prenaient l'aspect, on le voit avec les dessins sur la droite là-bas, de l'ancêtre auquel ils se rattachent, ou qu'ils sont censés symboliser, sur un lieu qui était le lieu où cet ancêtre ou cette entité avait accompli un acte précis, et les hommes refaisaient le même acte que l'ancêtre, avec en plus des objets cultuels, qu'on va décrire sur un terme générique qui s'appelle churinga, qui sont... Attends, je voulais en emmener un, puis j'ai oublié à Montpellier. Prochaine fois. Non, pas du tout. Enfin, on peut les faire tourner en rond, mais c'est pas un rond. Ce sont des formes, des pierres ou des objets en bois, de forme oblongue avec des dessins pointillés dessus qui représentent justement le cheminement de l'ancêtre auquel ils se rattachent. Donc en fait, au moment du rituel, on recrée un moment spécifique du temps du rêve, et le but de la plupart de ces rituels est de recréer cette période où tout était en pleine prolifération. Donc, on réactive, si vous voulez, les pouvoirs créateurs de cette période. Importance de l'initiation, eh ben, ce sont les différentes étapes. Alors, d'une manière très machiste, j'ai mis l'homme en premier, mais des cycles d'initiation existent aussi chez les femmes. On passe de l'état d'un être humain au cours de l'initiation jusqu'à atteindre à la base, à la fin de l'initiation, l'état d'un être hybride, puisqu'on va basculer ensuite avec la mort dans une certaine forme d'ancestralité.
Donc les animaux mythiques et totémiques, vous aviez plusieurs catégories. Des héros civilisateurs. Alors dans la région des Kimberley, c'est ce qu'on appelle, c'est Wandjina. Il y a une période où on en avait beaucoup qui étaient peints sur pas mal de roches dans les grottes. Donc Wandjina font plutôt partie de ceux qui ont des formes non finies, on va dire, et puis qui ont disparu après avoir eux-mêmes créé d'autres entités qui, elles, sont restées plus longtemps et ont laissé des traces plus visibles. Leur vie, c'était une vie très proche de celle des aborigènes. Chasse, cueillette, déplacement, combat, enlèvement de femmes, etc. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la mort ne constituait qu'une étape, et on pouvait renaître sous une des deux formes qu'on avait, c'est-à-dire les ancêtres kangourous pouvaient renaître en tant qu'hommes ou en tant que kangourous, et idem pour tous les autres, mais toutes les catégories existaient, y compris les végétaux, donc des herbes, des fleurs, etc. Et à partir du moment où la mort est devenue finale, ils sont, comme je disais tout à l'heure, se sont fondus dans le paysage. Vous avez là un exemple d'un endroit proche de la région où j'ai travaillé qui s'appelle les gorges de Geki, où l'animal totémique est un poisson qui s'appelle le barramundi, vous en verrez vers la fin des diapos, qui est un poisson dont la moitié du corps est plus clair que le haut du corps. Donc c'est l'endroit où cet ancêtre barramundi a disparu, il est mort là, et il reste en commémoration cette falaise rocheuse qui le rappelle sans arrêt. Mais quand ils se sont fondus dans le paysage, les ancêtres n'ont pas complètement disparu. En plus d'avoir laissé des réminiscences de leur passage, ils ont disséminé ces endroits avec ce qu'on appelle habituellement dans les littératures consacrées aux aborigènes des esprits fétaux, c'est-à-dire des particules émanant de leur période où ils étaient ancêtres, qui vont, quand les femmes vont passer à proximité, animer les fœtus que la femme a déjà à l'intérieur de son corps. Donc dans la conception, on va dire, des sociétés traditionnelles, ou en tout cas anciennes en Australie, les aborigènes concevaient le corps des femmes avec une multitude de fœtus à l'intérieur, et ces fœtus prenant vie au fur et à mesure selon les endroits où on allait se promener. Et ensuite, quand la femme prenait conscience qu'elle était enceinte, on lui posait la question, mais où es-tu allé, etc. Et selon ce qu'elle expliquait comme cheminement, comme endroit, on déterminait l'appartenance totémique de l'enfant qui allait naître, du fait que c'était lié à tel ancêtre, à tel endroit, etc. Ok ? Alors, quelle est cette fameuse entité qui est non humaine, qui est commune à tous les aborigènes ? Donc, il y a énormément de variantes régionales, mais c'est, comme j'ai dit tout à l'heure déjà, un animal symbolique qui est commun à presque toutes les populations aborigènes. On en trouve dans le centre de l'Australie vers Uluru, vers Ayers Rock, là. Certaines montagnes sont le passage du serpent arc-en-ciel. On en trouve dans le Queensland, tout en haut. On en trouve dans le Victoria, donc voilà. Et les motifs picturaux qui représentent le serpent arc-en-ciel sont aussi présents dans beaucoup d'endroits d'Australie, dans de nombreuses grottes. Et les plus anciennes sont datées de 10 000 à peu près, moins 10 000, les plus anciennes représentations. Wow. Pendant le dreaming, ces serpents arc-en-ciel étaient gigantesques, avec certains ayant des attributs masculins, d'autres des attributs féminins, certains ayant les deux, donc c'est assez pratique. Enfin, je veux dire, ça dépend comment on le vit, mais ça fait sympa. Et puis, d'une manière générale, ils sont presque toujours associés à l'élément liquide, à l'eau. D'accord ? Et sans la présence de cet grand serpent arc-en-ciel, on va dire, pour faire simple, les aborigènes prétendent que la pluie cesserait de tomber, la terre, bon, enfin, c'est le cataclysme terrible, quoi. Donc, il est toujours avec des noms différents, hein, bien sûr, qui reflètent les langues locales. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la région, il y avait plus de 300 langues vraiment différentes à l'intérieur de l'Australie. Donc, voilà, on l'appelait, mais c'est toujours le référent, le serpent arc-en-ciel. Et comme toujours, il est considéré non seulement comme créateur des cours d'eau ou des rivières, mais aussi comme de nombreuses espèces animales qui soit vivent directement dans les cours d'eau, donc on pense aux poissons, soit vivent à proximité des cours d'eau,
les tortues, les chauves-souris, etc., etc. Donc, il réside le plus souvent dans les eaux profondes, pas nécessairement dans un fleuve, ça peut être une grande mare d'eau quelque part, mais ici, il peut aussi se déployer dans le ciel, et c'était la belle affiche que vous auriez dû avoir, quoique celle-ci aussi très jolie, mais j'ai envoyé une photo pourrie en définition. Elle était belle. Noir et blanc. Et l'autre était Plus jolie. mais en basse résolution. C'est ça. C'est dommage. Non, mais c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup celle-là. Mais Voilà. je t'en ferai une spéciale si tu veux. C'est gentil. Donc, il pouvait se déployer dans le ciel et faire tomber la pluie pour fertiliser la terre et stimuler la vie. Vous voyez qu'on retombe sur les deux éléments très importants dans les rites de fertilisation et des espèces. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que comme tous les groupes humains, les sous-groupes humains dans une société donnée, dans une région, ont tous une ou plusieurs espèces totémiques à laquelle ils se rattachent. Et pendant les cycles cérémoniels, on est en charge de disséminer des esprits enfants de ces espèces totémiques en question. Alors, je ne sais plus si j'ai mis la photo là, mais il y avait des endroits où c'est une pierre qui a, vous voyez, on retombe dessus, une pierre qui a une forme bien spécifique, et une autre petite pierre qui était posée dessus. Et les gens frottent, et quand il y a du vent, la poussière de pierre qu'on a détachée va partir dans la nature et va fertiliser à la fois les parties de l'espèce animale en question, ou végétale, ou les humains, plutôt les dames, à proximité. Ok ? Donc, c'est aussi l'espèce, en tout cas le serpent arc-en-ciel est sans doute l'entité la plus puissante et la plus redoutée du temps du rêve, et aucun Romain non plus d'ailleurs, mais aucun humain n'oserait provoquer sa colère. Alors là, je vous ai mis les petites photos, on avait vu tout à l'heure, donc les deux rivières de la région, avec, comme je vous l'avais dit, aussi des poissons, des tortues d'eau douce, des iguanes sans doute, celui qui est en bas à gauche là, de ce côté-là, mais j'ai le machin, donc c'est ridicule ce que je fais là. Voilà, la dame là, c'était une sœur classificatoire de ce monsieur, donc directement impliquée dans le rituel aussi, avec encore une fois les deux rivières, les poissons, ça ce sont des nénuphars d'eau douce, et sans doute au milieu une tortue. Et là, voilà les garçons qui subissaient le stage difficile de l'initiation, donc il va se finir assez mal pour eux au petit matin, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce type de détails tout de suite. La seule chose intéressante, c'est que lui, c'est des jumeaux, donc le dessin est exactement le même. Alors que les autres ont des dessins qui représentent là l'endroit où les deux rivières se croisent, et lui, l'endroit où les deux rivières sont parallèles. Et vous voyez bien qu'il y a une continuité de représentation d'un élément géographique de la région qui est fondamental dans la représentation, le lien avec la période du temps du rêve, etc. Je vous l'ai mis, je ne vais pas vous le traduire et vous le regardez comme ça, mais voilà comment le serpent arc-en-ciel a été décrit par Chalupka, qui a été un des plus grands spécialistes dans les années 90 de l'art aborigène, en expliquant, qui reprend en gros presque tout ce dont je vous ai déjà parlé. Donc vous voyez, il avale les gens pendant les périodes de flotte, il les régurgite avec les os, ces os deviennent des pierres, hein, on retombe bien dessus. Voilà. Il peut aussi entrer un homme et lui donner des pouvoirs magiques, donc ce qu'on connaît d'émerger de chaman ou de médecine men. Il y a un moment où ils sont avalés par ce serpent arc-en-ciel et ils sont régurgités avec des pouvoirs spécifiques, donc tout ça c'est lié, et vraiment il est vraiment lié avec tout ce qui est reproduire la nature et les êtres humains, avec une forte liaison à des rituels importants au niveau régional. C'est les mêmes, ça, ou pas? Non. Là, j'ai mis les mêmes photos, parce que je n'en ai plus, mais bon. Alors, où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent déjà dans les endroits profonds de tous les fleuves, mais aussi dans des trous d'eau, on va dire, permanents, dans le nord de l'Australie. Vous avez toujours une correspondance entre la géographie mythique, on va dire, et la géographie physique, parce que si vous connaissez l'histoire de l'ancêtre, vous savez localiser un point d'eau.
même si vous n'y êtes jamais allé. Donc ça peut vous permettre de survivre en période très difficile ou dans des zones vraiment arides et très hostiles et très sèches, où on peut passer à quelques centaines de mètres d'un point d'eau et mourir de soif si on ne connaît pas le chemin pour y aller. Donc tous les endroits où il pourrait se reposer sont sacrés et ne doivent être absolument jamais souillés. Ensuite, le serpent arc-en-ciel est lié à deux choses particulières: la nacre, souvent plutôt de moule d'eau douce, et puis des cristaux de quartz blanc. Ces deux éléments minéraux, décidément, sont considérés comme étant certaines de ces créations et sont toujours utilisés dans les rituels qui sont dédiés au serpent arc-en-ciel. Dans le nord-ouest de l'Australie, c'est un élément central du temps du rêve, avec encore aujourd'hui, ou en tout cas récemment, on va dire, une très forte association avec tous les rites qui sont liés à la fertilité, à la reproduction des espèces et aussi au maintien de l'harmonie, de la paix, ou en tout cas d'un certain respect des uns vis-à-vis des autres, entre les différents groupes sociaux aborigènes qui habitent la région. Voilà ce que je vous avais dit tout à l'heure. Le serpent est parfois féminin, parfois masculin, parfois les deux. La forme femelle dans le nord-ouest est appelée Yingarna, qui est la mère originelle de la création, et la forme masculine, souvent considérée comme son fils, donc après les histoires un peu incestueuses et tout ça, bon. Genre la déesse mère. C'est ça un petit peu. Donc, lui, Ngaliod, qui est le grand transformateur de la topographie et créateur des espèces animales aquatiques. Et en fait, il y a un film qui a été fait à une époque pour les revendications foncières aborigènes, et pour bien remettre les gens dans le contexte des croyances des aborigènes par rapport à la création du monde. Le film commence justement sur la création du monde. Et on voit une femme aborigène qui sort de l'eau et qui tient par la main, en fait c'est les deux serpents arc-en-ciel, elle et son fils, ils se tiennent par la main et ils rentrent à l'intérieur du pays en formant deux rivières et après les espèces qui viennent, les espèces aquatiques qui viennent. Donc ce serpent arc-en-ciel, et vous vous rappelez tout à l'heure de la photo avec la représentation, il est souvent représenté ou décrit comme ayant une tête de kangourou ou de chauve-souris, un corps de python et une queue de crocodile. Donc c'est plus que hybride, c'est multiplement hybride. Darwin aurait été un peu emmerdé là, pour expliquer comment on pouvait faire ça. Mais par contre, la partie centrale de son corps est pleine de nénuphars, de poissons et d'ignames sauvages. Donc les nénuphars, vous les avez là, je pense que ça c'est les ignames. Et des poissons, il y en a un peu partout. Donc qu'est-ce qui est intéressant, c'est que bon, malgré qu'on l'appelle le grand serpent arc-en-ciel, en fait, dans la description qu'on en a, c'est pas du tout un serpent arc-en-ciel, mais ça regroupe 3 ou 4 catégories d'animaux qui eux-mêmes sont souvent des totems de référence dans la région d'origine. Par exemple, dans les Kimberley là, vous avez des gens qui se rattachent au totem kangourou, d'autres au totem python, d'autres au totem crocodile. Mais nullement de rattachement au totem du serpent arc-en-ciel. Il est trop important dans la hiérarchie des divinités ou des entités, si vous voulez. Donc il occupe un rôle central dans le support mythique des rites d'initiation des Kimberley. On verra après, et vous avez déjà commencé à comprendre pourquoi, puisqu'il est le grand créateur de ces deux rivières, et les populations autochtones aborigènes, je dis autochtones parce qu'il y en a qui habitaient déjà dans la région, alors que d'autres ont été amenés de force durant la colonisation blanche, eux se prétendent ou s'appellent les gens des rivières. Ceux qui sont arrivés ensuite, poussés par les colons, venaient soit du désert, soit de la côte. Et eux se nomment les gens du désert ou les gens de la mer ou du milieu marin. Donc les gens des rivières, pour eux, le support mythique central de leur rite d'initiation, ce sont ces deux rivières, et c'est le créateur de ces deux rivières, donc le serpent arc-en-ciel, qui est prépondérant. Donc, il est directement associé à d'autres espèces animales bien réelles, celles-ci, et je viens de vous en parler. Donc, dans ce cas-là, on verra le barramundi plus tard, mais le python, le kangourou et le crocodile.
pas de totem de serpent arc-en-ciel parmi les populations aborigènes, en tout cas à ma connaissance. Peut-être ça existe, c'est pas vrai. Mais cette supra-entité du temps du rêve a gardé pour elle tous ses pouvoirs créateurs, alors que les hommes, eux, détiennent que les pouvoirs de procréation des espèces totémiques auxquelles ils se sont associés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet serpent arc-en-ciel était soit trop puissant, soit trop important. Ses pouvoirs étaient trop importants pour être transmis aux hommes. Donc, voilà, ça leur a échappé. Il n'y a qu'une partie des pouvoirs qui ont été transmis via les espèces totémiques. Par contre, il est toujours là et peut agir et sanctionner les humains pour leurs fautes et déclencher inondations, ouragans et tempêtes, etc. Donc, en ce moment, il s'en donne à cœur joie. Voici donc résumé de l'histoire des serpents arc-en-ciel dans les Kimberley. Donc, on part de l'embouchure. Les deux serpents, la mère et le fils, où le mâle et femelle partent ensemble là, et se séparent avec ces deux rivières ici, et se rejoignent plus loin dans l'autre côté de la mer, à l'ouest de Darwin. Donc, ces deux serpents géants, un mâle, l'autre femelle, ils entrent dans les gorges. Au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'ils remontent la rivière, se libèrent de leur corps différentes espèces animales. Donc, pour l'histoire qui était utilisée comme support mythique des rituels auxquels j'ai pu assister, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont importants. Le barramundi qui est là. Donc, vous revoyez bien tout à l'heure, vous vous souvenez, la falaise rocheuse avec cette partie blanche en bas. La chauve-souris aussi qui, régulièrement, elles habitent dans des grottes très proches des rivières, elles s'envolent et survolent les rivières. Lui, le barramundi, quand les chauves-souris volent un peu trop bas, il saute hors de l'eau, il les chope et il les mange. Hein, il a ce pouvoir de se propulser, tout comme a le poisson archer ce pouvoir de propulser, c'est-à-dire lui, il envoie des petits jets d'eau sur les insectes qui sont dans les branches, ça lui tombe dans la bouche et il les récupère. Et, le crocodile a des pattes. Tu dis que le serpent arc-en-ciel a un corps de python qui n'a pas de pattes. Pourtant, sur le dessin représenté sur l'écorce, on dirait qu'il a des pattes. Non, c'est des nageoires. Ah, pardon. T'as pas tes lunettes. Autant pour moi. Non, ça a l'air plutôt des petites nageoires, là aussi, parce que ça c'est joli. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, vous voyez, donc là, chauve-souris, mais prédateur, c'est lui. Poisson archer, qui lui, prédateur des insectes, qui ont été aussi créés par le serpent arc-en-ciel, mais le prédateur, c'est lui aussi. Par contre, le prédateur du barramundi, c'est le crocodile. Hein. Ça, c'est pas trop méchant, parce que c'est en eau douce, il y a des crocodiles qui ne s'attaquent pas aux êtres humains, hein. Ils mangent que des poissons ou des choses comme ça. Alors, ce qu'a fait les deux serpents géants, quand ils sont remontés la rivière, ils ont créé les espèces animales, et en redescendant, ils les ont initiés. Donc, ils sont devenus, ce qu'il a dit, sont devenus des hommes, au sens générique. Hein. Ils ont initié aussi bien des espèces animales dites féminines que des espèces animales dites masculines. Ils ont poursuivi le barramundi dans les gorges, qui est mort, où on a vu tout à l'heure la photo. Et à partir de ce moment-là dans la rivière, alors c'est à peu près, un peu grande échelle, mais c'est à peu près un peu avant le Swick par ici. À partir de ce moment-là, eh bien, cette partie-là de la rivière, c'est l'ancêtre crocodile qui l'a créé et non plus les serpents arc-en-ciel. Leur boulot, on va dire, leur œuvre de création des espèces animales et aquatiques s'était terminée à partir de cet endroit-là. Ils ont initié toutes les espèces en question, après ils ont redescendu et ils ont disparu. Donc, tout le rituel que j'ai suivi, vous verrez des photos par la suite, pendant le temps où les garçons sont amenés jusqu'au moment où ils vont être circoncis, on raconte les différentes étapes de pérégrination du serpent arc-en-ciel d'une part, ensuite la création du poisson archer, la création des chauves-souris, etc. Et puis leur bagarre entre eux, parce que c'est effectivement bien plus compliqué que ça. Donc voilà la jolie photo que vous avez eue. Donc le serpent arc-en-ciel vit dans ce trou d'eau très très profond. Et en fait, ce couple adultère, je dis pas fort parce que c'est pas bien, ce couple adultère s'est approché trop près de l'endroit sacré et donc a déclenché sa colère, d'où le fait qu'il est un peu énervé, il part sur un nuage et ça n'a pas bien se passer pour eux. Vous voyez la rivière Margaret River, il y avait deux, donc la Fitzroy et la Margaret. Donc on voit là que effectivement
un passage plutôt droit, mais ensuite encore cette forme un peu de serpent. Là, un des trous d'eau où le serpent arc-en-ciel s'est reposé et a laissé à proximité des esprits d'enfants pour continuer à procréer ou en tout cas à perpétuer une espèce totémique. Et là, on revoit le corps du Barramundi pétrifié dans les gorges de Fitzroy, qui est pas loin de la rivière, et on revoit nos quatre charmants garçons qui tirent un peu la gueule parce qu'il semble que ça n'a pas bien fini cette affaire. Les enjeux identitaires qui sont liés à l'initiation. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans la région, c'est que la spécificité, c'est dur à dire des fois, du serpent arc-en-ciel, c'est qu'il est lié à 3 autres espèces animales qui sont les 3 symboles totémiques des 3 aires culturelles qui cohabitent dans la région. Donc, le kangourou, c'est plutôt les gens du désert, le crocodile marin, c'est les gens de la mer, et le python, plutôt les gens des rivières, parce qu'ils nichent, ils nidifient et ils vivent à proximité des cours d'eau. C'est pas le même, là. C'est pas le même. Le crocodile, c'est le grand, celui-là. Celui-là, c'est le méchant, ouais. C'est celui de... Et l'autre, ça s'appelle comment? Je ne sais pas le nom scientifique, mais c'est un peu comme le gavial, tu sais, une gueule un peu plus étroite et comme ça. Donc, il y avait à l'époque où j'y étais, donc là c'est de l'ethno-histoire, puisque c'était le milieu des années 80, une réelle compétition pour que les groupes ethniques prennent le contrôle des rituels dans la communauté. Donc il était fondamental que leur support mythique qu'on utilise soit issu de la région. Donc les gens ont ressorti l'histoire du serpent arc-en-ciel qui était un peu laissé tomber, qui était tombé en désuétude un peu en avant, mais a été remis en avant en disant regardez, de toute façon c'est lié aussi à votre histoire mythique à vous, à votre identité, mais c'est nous qui sommes les boss. On utilise ça dans l'anglais aborigène, on utilise le terme de boss pour ceux qui sont les leaders d'un cycle d'initiation ou de circoncision. Donc l'importance des sites, c'est qu'on est rattaché à une localité ou à des éléments de la géographie qui ont été créés par une entité dans la région. Et le fait, c'est qu'ensuite, on a un certain nombre de responsabilités vis-à-vis des sites sacrés de la région, et donc on doit y retourner, faire certains rituels, etc., etc. Ensuite, je vous passe un peu les conflits entre les gens des rivières et les gens du désert, parce que c'est un petit peu compliqué, et ça nous intéresse pas directement dans ce contexte. Par contre, à la fin des années 80, donc il y a des conflits fonciers dans la région, le bicentenaire de l'Australie qui arrive, donc il y a eu une résurgence de pas mal de cérémonies d'initiation, en tout cas pour mettre en avant une identité. Et je pense que le référent premier en tant qu'utiliser l'image du serpent arc-en-ciel n'est pas par hasard non plus à cette époque, parce que c'est aussi l'émergence de mouvements pan-aborigènes, politiques, de revendications foncières, identitaires, etc. Donc on est tous les mêmes, on est tous un même peuple, on croit dans les mêmes choses. Donc voilà l'initiation dans la communauté. Donc là, c'est quand les jeunes garçons arrivent. Vous voyez que le monsieur qui est devant, qui n'est pas le même que tout à l'heure, il a aussi les rivières depuis sur son ventre avec ses tablettes de chocolat. Ça part de la mer jusque les 2 rivières qui se séparent. Ensuite, les garçons sont au milieu, les garçons qui vont être initiés sont au milieu, et les jeunes filles autour qui leur tiennent la main sur la tête, ce sont des sœurs classificatoires. Chacune a dans la main qui est opposée, alors on voit pas très bien là, mais bon, je peux vous le dire, j'y étais. Chacune a dans la main en fait un brandon, ce qu'on appelle un brandon, c'est-à-dire un morceau de bois incandescent pour mettre le feu, pour allumer son foyer, si vous voulez. Et elles vont, en tant que femmes, lui transmettre le brandon, qui fait que quand il est jeune initié, ça devient sa responsabilité ensuite d'allumer son propre feu, c'est-à-dire de trouver une femme pour le faire, bien entendu, parce que les mecs, c'est pas trop doué quand même. Voilà, donc il y a ce passage-là où on sanctionne une différence de statut dans la société
lié à ce passage, on va dire, de enfant ou jeune garçon sous la responsabilité de ses sœurs aînées à homme qui doit chercher une épouse. Donc, bon, ça on l'a déjà vu, ça c'est les messieurs, c'est plutôt des oncles maternels classificatoires qui font asseoir les garçons. Et vous voyez qu'à la fin de la cérémonie, où là on va ramener les garçons, et là ce sont plus des sœurs classificatoires, mais ce sont des tantes paternelles, donc des sœurs du père ou considérées comme telles, qui les emmènent sur le lieu de circoncision. Et vous voyez que l'ancêtre Barramundi, qui était stylisé là avec des morceaux d'écorce, etc., a été transpercé de tout un tas de lances, et ça symbolise l'endroit où il est censé être mort dans le site qu'on a vu tout à l'heure avec la falaise. Ok ? Donc ça, c'est sur 2 jours pendant lesquels on raconte les différentes histoires de la formation du paysage. Alors j'ai voulu finir sur quelque chose de peut-être un petit peu moins poétique, en tout cas pour démystifier les mythes. Donc, la fin d'un mythe et le début d'un autre, pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'en fait, avant, dans les années 70, toute la littérature qu'on lit dans les années 80 sur la région font toujours référence aux Wandjina, à ses ancêtres, encore plus antérieurs, on va dire, que le serpent arc-en-ciel, mais qui ont disparu. Et tout à coup, parce que le fait de raviver leur peinture ou de s'approcher de ces endroits était extrêmement frappé de tabous, ça a complètement, le référent Wandjina a complètement disparu. Ensuite, le serpent arc-en-ciel est apparu comme élément, on va dire, fédérateur de la région. Donc là, je vous ai mis une autre peinture sur écorce, un peu stylisée, mais intéressante. Et puis, à l'époque où j'y étais, c'est pas à cause de moi, hein, mais le Barramundi est devenu au centre du rituel. Donc, une partie de l'histoire du serpent arc-en-ciel est isolée, avec cette référence donc aux gorges, des peintures sur écorce qui ont commencé à émerger dans la région alors qu'on les faisait pratiquement pas. Et puis là, vous voyez que quand même, il est pas mal le serpent arc-en-ciel. Et toujours la petite anecdote sympa, il est quand même tenu sur le truc par des canettes de bière vides, parce qu'il faut bien réutiliser les liquides une fois qu'on les a vus. Écotourisme, absolument. Pourquoi écotourisme ? Eh ben, c'est parce que le parc national qui est vraiment contigu avec cette gorge, a été déclaré parc national en 97. Donc, on a demandé aux aborigènes de la région de servir de guide. Et guide, raconter une histoire. Quelle histoire ils connaissent, eux ? Celle du Barramundi. Donc, petit à petit, le fait du développement touristique a fait émerger une partie de l'histoire mythique, celle liée au Barramundi et à cette région. Et on a complètement oublié le reste, ce qui se passe en amont, ce qui se passe en aval. Donc, c'est intéressant de voir comment des éléments extérieurs qui sont faits pour peut-être amener un petit plus dans une communauté ou impliquer les gens, ont aussi une grosse influence sur le fait de ce que les gens vont mettre en avant ou cacher, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas dans certains rituels à faire les autres parties, mais celle qu'on met en avant, celle qu'on a mise en avant, c'est cette partie centrale, en tout cas liée au développement de l'écotourisme dans la région. Et puis, comme j'y retourne dans une dizaine de jours, je vous raconterai la suite la prochaine fois. On va y avoir des questions, je pense. Bon, je te remercie parce que là, mais alors, on va faire ça, on va prendre date parce que on va vouloir la suite. Comme exceptionnellement, c'est très rare d'avoir, enfin, c'est pas si courant d'avoir des ethnologues de long terrain et qui non seulement ont effectué des très longs terrains, c'est le cas de Bernard Moiseau, qui, je ne l'ai pas dit au début, est un ethnologue véritablement de longue haleine et de long terrain, puisqu'il a effectué partout où il est allé, dans de nombreux coins du monde, des terrains extrêmement longs, et en Australie en particulier. Et là, il y retourne en plus sur le long terme, des décennies après, enfin, il l'a fait fréquemment, c'est pas la première fois. Oui, mais c'est-à-dire que c'est très intéressant, c'est pas donné à tous les chercheurs de pouvoir suivre la société étudiée comme ceci sur un temps assez long. Surtout que certains deviennent séniles, je pense à personne en particulier, pas à nous en tout cas. Et donc, ça c'est la première chose, donc tu pourras revenir, tu reviendras pour nous raconter la suite, exactement. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'au début on se dit
Ah là, ça va être dramatique parce que comme souvent, quand on travaille sur le terrain, les personnes ressources sont souvent des personnes un peu âgées, on va dire. Ce qui est peut-être pas toujours une bonne idée d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Et elles ont toutes disparu quoi, dans ce coin-là. Mais ce qui est par contre, là je vais avoir beaucoup d'impact et de contrôle sur mes informateurs, c'est que les personnes à la tête de la communauté maintenant, c'est les jeunes que vous avez vu se faire initier, et donc j'étais moi là comme un oncle maternel à leur initiation, donc ils peuvent plus rien me refuser maintenant. C'est l'avantage. Ça va, c'est l'avantage. Voilà. Enfin, tant que t'es pas devenu le gardien, enfin le dernier. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'est la partie féminine, masculine qui était en moi, ça affirmait. Le gardien par exemple, du RIC, qui dans d'autres terrains, c'est des ethnologues à qui on demande. Ah oui, parce qu'on a perdu on a perdu le savoir. Bah, les gens, ils appelaient un collègue comme ça de l'IRD. Avant les gens de Guyane. C'est ça. Ouais. Et on va, tu penses à Gonan, hein, et donc on va savoir s'il y a des questions avant que moi j'en pose à la fin, si on a encore un peu de temps. Y a-t-il des questions? Bonjour. Ayoub El Araf, je suis étudiant en M2, anthropologie sociale et culturelle. Et en fait, j'aimerais vous poser une question. Vous avez parlé des jumeaux. Et on le sait dans la littérature anthropologique, les jumeaux font le sujet de plusieurs exceptions rituelles. Je me demande, vous avez parlé que les deux jumeaux ont la même peinture corporelle. Et je me demande si vous pouvez nous parler davantage du cas des jumeaux dans les rituels. Et s'il y a un rapport avec le serpent d'arc-en-ciel, puisqu'il a un rôle dans les initiations. Merci. Pourquoi ils ont le même dessin? Parce que comme ils sont jumeaux, donc leur maman a été fécondée au même moment, donc au même endroit, donc ils sont tous deux rattachés à une histoire mythique d'une certaine partie de la rivière. Donc c'est cette partie-là de la rivière qui est peinte sur leur corps. Il faut savoir que quand même dans le passé, on a beaucoup d'éléments dans la littérature ethnographique ancienne. En Australie, à l'époque où les gens étaient vraiment en petits groupes et vivaient de chasse et de cueillette dans des milieux très hostiles, comme dans beaucoup de sociétés dans le monde, je pense aux Inuits et à d'autres, quand il y avait des naissances gémellaires, très souvent, malheureusement, on en abandonnait un parce que c'était ou très compliqué pour l'ensemble du groupe, etc. Donc, il y a encore pas mal de sociétés. À Madagascar, quand il y avait une naissance gémellaire, on les mettait le matin devant le parc à zébus et on ouvrait les portes, donc c'est sympa. Enfin, il y avait un choix naturel ou en tout cas symbolique qui se faisait. Il y a d'autres sociétés où il y a chacun des jumeaux porte autour du cou une petite effigie de son double. Donc c'est pour être toujours unis dans une seule personne. Enfin, il y a effectivement plein de choses sur les jumeaux. Mais là, c'est parce qu'ils étaient tous les deux associés à la même portion de rivière, et donc ils sont en charge des rituels sur le même site sacré, donc tous les dessins identiques. Voilà. Monsieur Cometti. Moi, je pose la question qui dérange. Non, je rigole. Et sur laquelle peut-être je vais bientôt te lire aussi. Comment un chercheur, un ethnologue qui travaille beaucoup des années en Australie, s'en sert ou a reçu le totémisme de Philippe Descola? Ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce que tu penses sur la question? Et je dis ça pas juste pour la poser parce que on est dans un cadre de ce séminaire avec les êtres non humains, mais aussi parce que ça m'a tiré l'attention au-delà de l'usage politique, identitaire, de mettre à l'avant cet arc-en-ciel plutôt que la wangina. Mais je trouve intéressant de comment replacer s'il y a vraiment une ancêtre, un être du rêve commun à tous. Et après, c'est devenu l'arc-en-ciel pour passer après au python plutôt que... si on peut relire aussi le totémisme, ou critiquer le totémisme proposé par Escola, si en final tout... les totems en fait ils ont aussi un totem commun sur le fond, si j'ai bien compris un peu ce que tu as dit, même si ça manque un peu de données ethnographiques pour pouvoir poser cette question. D'accord. Ok. Bon, là j'ai pris juste une partie, une micro-région si tu veux. Il y a d'autres endroits de l'Australie où
les ancêtres totémiques qui sont à l'intérieur du corps du serpent arc-en-ciel ne sont pas les mêmes. Mais c'est toujours plusieurs totems, on va dire, importants et qui ont un fondement identitaire régional auquel les gens se réfèrent. Beaucoup plus que si c'était des tu vois, un sous-totem ou totem du moustique ou de l'herbe, un truc comme ça. Donc à la fois, c'est très souvent des animaux qui sont les plus représentatifs peut-être de la biodiversité dans cette région. Ceux qui ont vraiment, si on avait fait à une époque des recensements, peut-être c'était ceux qui étaient le plus nombreux ou le plus représentatifs. Alors, toujours pareil, réinterprétation a posteriori ou pas, bon, c'est toujours intéressant, mais ce qu'on voit là, c'est une appropriation par des groupes dans un contexte particulier plutôt contemporain d'un ancêtre mythique en disant mais non, mais c'est nous qui en sommes les vrais détenteurs parce que c'est notre totem. Mais ce qu'il faut savoir, enfin la complexité, si tu veux, du totémisme en Australie, c'est que dans cette région, et c'est pas la seule, je vais avoir aussi des responsabilités vis-à-vis du totem de mon père, des responsabilités vis-à-vis du totem de ma mère, plus du mien. Donc là, pareil, selon les circonstances, je vais jouer l'un plutôt que l'autre. Donc, je dirais que le totémisme, c'est au fil des années politisé, ou en tout cas a une plus forte connotation identitaire qu'il avait peut-être dans le passé. Enfin, ça c'est mon ressenti pour avoir fait du terrain à cette période, où vraisemblablement, ce qu'on mettait en avant, c'était l'identité ethnique, et puis très lié aussi aux questions foncières. Voilà. Le système de parenté, de filiation dans les Kimberley, c'est ouais. un différencié ou... Non, c'est plutôt en ligne patrie, mais on a aussi des responsabilités vis-à-vis du côté maternel. Regarde les oncles maternels qui sont très présents pendant les rites d'initiation. Voilà. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Brian Nemec, je suis étudiant en Master 1 en ethnologie. Et je me posais une question, vous avez parlé dans les rites d'initiation de la circoncision, mais je me posais la question, je sais qu'en Australie, il y a aussi la subincision. Et je sais pas, j'ai fait un lien dans ma tête, je sais pas du tout si c'est fondé, si ça peut porter un éclaircissement mais je me dis qu'en fait, voilà, l'idée de couper le sexe masculin de haut en bas, et parfois jusqu'à en faire deux, quoi. Est-ce que ça peut rentrer dans le cadre justement de ces rites d'initiation? Est-ce qu'il y aurait un lien peut-être à faire avec l'idée des deux serpents ou... Je sais pas, c'est très... Alors, on va entrer dans des détails physico-anatomiques un peu délicats, un peu gênants. Je m'en excuse par avance. D'une manière générale, il y a plusieurs interprétations. Tu peux lire, je crois, Gezaroem, hérophallique et symbole maternel dans l'Australie, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand un homme a un sexe qui est fendu, que les hommes faisaient ressaigner, ce qui doit être sympa, à période régulière, et qui sont obligés de s'accroupir pour uriner? Ça veut dire que l'élément masculin, en tout cas les hommes, s'approprient à la fois un sexe plutôt masculin et un sexe féminin. Bon, il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Tu peux regarder aussi tout ce qu'a écrit ta collègue Villas, là, Marika, des choses comme ça. Voilà, il y a beaucoup de choses écrites là-dessus. Les premiers Churinga qu'on a retrouvés, les plus anciens, étaient faits en pierre et étaient fendus dans le milieu. Alors, il semblerait qu'à une époque, ils soient séparés, que les hommes aient gardé les Churinga en pierre parce qu'ils sont plus malins, et les femmes, pas de bol, elles ont eu ceux en bois, et elles l'ont mis dans des grottes, ça fait bouffer par les termites, donc évidemment, c'est les hommes qui ont tout le pouvoir pour la reproduction des espèces. Voilà. Mais bon, effectivement, c'est un sujet délicat, compliqué. J'ai assisté à des cérémonies de subincision, j'ai pris l'engagement de ne jamais écrire dessus, parce que, bon, c'est des engagements personnels, mais c'est aussi... c'était en pleine recrudescence, à l'époque, mais dans les circonstances dans lesquelles c'est fait, c'était un peu compliqué d'un point de vue sanitaire et tout ça. C'était aussi un moyen, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant dans les rituels de mutilation, surtout au niveau des organes génitaux en Australie, sur les hommes en tout cas. C'était un moyen de contrôle, société gérontocratique. Donc tant que les jeunes gens
comment dire, sont en souffrance avec leur partie génitale, ne peuvent pas trop batifoler. Donc, les messieurs beaucoup plus âgés, qui eux sont passés au-dessus de ce stade, ne se privaient pas pour avoir multiples épouses plutôt jeunes. Voilà. Donc, c'est un des moyens aussi de contrôle d'accès au. Ce qui rappelle très bien d'ailleurs Alain Testard avant l'histoire, Ouais. pour expliquer justement ces rapports entre les plus âgés et les plus jeunes, une complexité assez incroyable. Il ne parlait pas spécialement des Kimberley, mais Non, mais voilà. Terre d'Arnhem. Voilà. Dans le même ordre d'idée, si tu veux, tous les interdits liés à être en proximité ou même à être en face de sa belle-mère en Australie, en fait, ça vient de là. C'est-à-dire que très souvent, la belle-mère d'un homme a le même âge que lui. Donc, il peut y avoir éventuellement attirance sexuelle ou quelque chose qui se passe et qui crée pas mal de conflits dans la société. Donc, voilà, j'ai réussi à expliquer dans la communauté où j'ai travaillé qu'on ne devait pas faire les portes des maisons les unes en face des autres. Que c'était pas toujours simple quand les gens sortaient de chez eux au même moment d'être confrontés à quelqu'un à qui on peut pas être confronté. Donc voilà. Pour une fois que l'anthropologie sert à quelque chose. Merci beaucoup. Donc Laurent Di Filippo. Moi, c'était plus une question alors sur le plan théorique, comment ou sur quels travaux vous appuyez justement sur cette réutilisation de récits mythiques dans des rituels contemporains. Comment, parce que là on a eu beaucoup de descriptifs, mais moins peut-être de références théoriques. Donc comment vous ancrez là-dedans? Enfin, quelles références déjà? Sur quelles références vous vous appuyez et comment vous ancrez dessus? Alors moi, je suis très ethnographe, donc je suis très dans la description, l'interprétation. Après, je suis un peu comme tout le monde. Je suis passé par toutes les écoles de pensée auxquelles on a été confronté, le structuralisme, etc. Et puis, comme tout le monde, j'ai un peu fait mon marché. Donc, je sais pas si je peux me prétendre me rattacher à une école en particulier. Disons que si ce n'est celle du picorage. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui m'intéressent, là, il y en a d'autres. Moi, je suis toujours un peu en décalage avec l'idée d'être uniquement représentant ou se rattacher à une chapelle en particulier. Mais il y a des choses chez Bourdieu qui m'intéressent, il y a des choses chez Ballandier aussi qui m'intéressent. Voilà, il y a cette réappropriation, ce retour. Après, chez nos collègues anglo-saxons, plutôt chez Anthony Giddens, des gens comme ça. Après, moi, j'ai fait, comme Yaya, je crois, mes études en Australie. Donc, on est confronté à d'autres choses. Et à Nanterre aussi, voilà. Voilà, donc, moi, j'ai pas de... D'abord, je pense pas être... Ça se saurait. Je pense pas être un grand théoricien, déjà. Ah, c'est pas sûr. Mais non, mais ce qui m'intéresse, justement, c'est que moi, j'ai toujours souhaité, après ce premier terrain qui m'a assez fortement marqué, parce que longue durée, parce que une société quand même assez particulière, où les gens... Le vernis, on va dire le vernis de la société australienne craquelait tout le temps. Donc, on peut être à la fois confronté à une situation, et il n'y a pas qu'en Australie, fort heureusement, où les gens regardent des vidéos à la télé, et puis 2 heures après, dans un autre contexte, vont faire des, on va dire pas des cérémonies, mais certains actes rituels qui sont à peu de choses près ce qu'on a lu, qui est décrit il y a 150 ans. Donc pour moi, je trouve ça complètement merveilleux. Enfin, moi, c'est ce qui me façonne dans le métier qu'on a la chance de faire. Et après, ce que j'essaie de comprendre ici, en Australie, et c'est pour ça que je parle d'identité, mais aussi de lien au territoire, c'est d'essayer de comprendre les processus, on va dire, d'enracinement des sociétés. Là, qu'est-ce qui se passe derrière ça? En fait, les gens qui se sont trouvés dans cette communauté, ils n'ont pas choisi d'y venir. Ils ont été petit à petit sédentarisés de force dans les grands ranchs qui étaient par les Blancs. Ensuite, dans les missions, protestantes, catholiques, peu importe, parce que le gâteau, on s'était découpé un peu. Et puis après, dans des communautés désignées comme étant des villages communautaires en fonction de la loi australienne blanche, où il devait y avoir un maire, un représentant de ci, qui ne correspondait pas du tout à la structure locale. Donc, ce que je trouve très fort, et qui est souvent le cas de pas mal de sociétés où les gens sont brinque-ballés comme ça, c'est d'arriver à se réapproprier quelque chose sur lequel on n'a eu aucune emprise. Donc, les gens se sont réattribués certaines parties du village. Alors, au début, je n'ai pas fait attention, puis après, je me suis rendu compte que certaines parties du village, les gens parlaient, on va dire, en pidgin, en sorte de créole,
Et puis d'autres parties, ils parlaient avec leur langue à eux. Chaque groupe parlait dans sa propre langue. Alors ça je me suis dit quand même, c'est quand même assez étonnant. Et donc il y a une réappropriation comme ça de la répartition de l'espace en fonction de la direction des territoires d'origine des groupes en question. Et pareil, là je vous l'ai fait rapide en ce qui concerne les rites d'initiation, mais ça a pris 6 mois de discussion entre les leaders cérémoniels et politiques des 3 groupes principaux pour savoir quel support mythique on allait utiliser. Parce qu'il y a de méchants enjeux derrière. Donc là, on est plus à la limite de l'anthropologie politique ou des rapports de pouvoir, etc. Et c'est fondamental parce que petit à petit, quand on déroule la plotte, on se rend compte que le leader cérémoniel qui a pris la main sur les cérémonies d'initiation, l'année d'après, c'est comme par hasard sa nièce, sa sœur, machin, qui ont eu des emplois dans la communauté, qui sont payés. Ces emplois, c'est ce qui donne accès à des demandes de financement pour l'art aborigène, pour ci, pour ça. Donc après, tu as un monopole par un groupe dans la communauté qui fonctionne d'une manière très classique sur ensuite des rapports de clientèle, mais qu'au départ de tout ça, c'était arrivé à s'approprier le support mythique pour les cérémonies d'initiation. Donc l'enjeu va beaucoup plus loin que ça. Et ça, on le retrouve dans pas mal d'endroits. Et je dois préciser, pour répondre aussi de manière complémentaire à ce qui vient d'être dit, parce que Bernard est un peu modeste quand même. Bernard a travaillé longtemps, donc je le disais, en Australie, vous l'avez vu, mais également en Thaïlande, chez Karen notamment au Laos, notamment Madagascar. à Madagascar, et en long terrain, plusieurs années à chaque fois. Et dans tous ces terrains, il a été amené d'une manière incroyable d'ailleurs à faire émerger des relations privilégiées et particulières entre territorialité, territoire et identité, entre autres, d'une manière finalement très comparable. Et c'est ce qu'il a appelé sa théorie des boîtes noires, dont j'attends le chef-d'œuvre qu'on devrait publier, j'espère, un jour, parce qu'il n'a pas le temps, il est tout le temps par Mont et par Vaux, c'est énervant. Mais on a eu la chance d'enregistrer un entretien avec lui ici à Strasbourg, qui est sur le net, sur le canal U, le canal de l'université, dans le site de l'Institut, merci mon camarade, sous le titre de Leçons d'ethnologie, numéro 3, je ne sais plus, avec donc Bernard, où il rappelle ça et il explique de manière assez fine, assez ses influences théoriques et sa manière lui-même de... Parce qu'en fait, là, je pense qu'il a sa propre école, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Bah oui. Une école issue à la fois du terrain et d'expériences multiples, ce qui est rare. Voilà, il faut le rappeler. Une autre question, avant que j'intervienne éventuellement, moi, parce que je ne veux pas empêcher personne de s'exprimer. Non? Ça va? Si, mademoiselle. Voilà, moi c'est Minta Sodia, je suis en Master 1 ethnologie. Je suis originaire du Gabon et chez nous, le totem joue un grand rôle dans différentes cultures. Donc, vous avez dit au début de votre intervention que l'appartenance totémique de l'enfant dépend de l'endroit où la maman est partie lorsqu'elle était enceinte. Est-ce qu'il peut arriver qu'un enfant naît avec une ou deux appartenances totémiques? Parce qu'il se pourrait que pendant que la maman est enceinte et elle va dans différents endroits. Est-ce qu'il peut arriver qu'elle est par exemple partie de... je vais dire quoi? Où a été différents ancêtres. Voilà. Et maintenant, si c'est le cas, comment définir l'appartenance totémique de l'enfant? Voilà, c'est ce que je vais savoir. Encore une fois, malheureusement, c'est les hommes qui réinterprètent derrière. Donc, quand la dame vient et dit, voilà, je sais à tel endroit, en me promenant ici, que j'ai fait ça, les hommes, en discutant entre eux, vont bien sûr rappeler que c'est plutôt lié à tel ancêtre. Mais en même temps, comme les gens sont en principe très pragmatiques, on sait que peut-être l'ancêtre du rat kangourou, il n'y en a plus que 2 représentants, alors que l'ancêtre du python, il y en a encore 10. Voilà. Donc très souvent, on rééquilibre un petit peu en réinterprétant, en disant oui, mais
si, c'est l'ancêtre, c'est l'ancêtre du python qui est là et tout, comme disait Pierre tout à l'heure. Après, on va rappeler l'ethnologue ou rappeler quelqu'un, un vieux du village, en lui disant, mais tu sais bien, c'est là-bas. Ah non, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé après, et c'est l'ancêtre, voilà, rat-kangourou, comme je disais, qui est venu après et qui a peut-être laissé des particules, voilà, de son esprit. Donc, il y a comme toujours, un idéal, une règle, puis après, il y a la façon dont on la met en place, on l'applique, on la manipule, etc. Mais par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure à votre camarade, c'est qu'en dehors du totem personnel, on a ensuite 2 totems, ceux des parents, à qui on doit aussi participer. Par contre, son totem personnel, on va le révéler par des peintures sur le corps des garçons ou des filles pendant l'initiation. Et puis ensuite, graduellement, au fil du temps, on va mettre les gens en contact avec l'objet qui est censé représenter cet ancêtre en question, donc qui sont des formes de pierre. Il y en a qui vivent maintenant, c'est presque tous en bois, mais il y en a qui font jusqu'à 2 mètres, qui sont cachés dans des grottes, etc. Et dessus, il y a tout un tas de dessins, vous savez, avec le pointillisme aborigène, là, qui représente le cheminement de l'ancêtre en question. Et puis, tout au long de l'initiation, on va d'abord donner aux gens ce qui s'appelle des rhombes. Donc ça, c'est des tout petits objets en bois qui a un trou qu'on fait tourner au-dessus de sa tête. Ça fait un bruit comme ça, qui est censé être le seul moyen d'expression qu'ont les jeunes garçons pendant la période de cicatrisation. Ils n'ont pas le droit de parler, ils ne communiquent qu'avec ça. Et ça a déjà une forme qui ressemble à un chewing-gum, mais simplement, il n'y a pas de dessin dessus, il n'y a rien. Et petit à petit, c'est ça qui est intéressant toujours dans l'initiation, on explique que, tu vois, tu as vu ça, on lui fait croire au début que c'est important, puisque c'est ce qui lui permet de s'exprimer et de communiquer avec les autres. Et puis 1 an, ou 5 ans, ou 3 ans, je ne sais pas, un certain temps après, dans l'étape initiatique suivante, on lui dit « ça, c'était rien. Maintenant, regarde, mets ton pied dans le sol, et là, on le fait toucher d'abord avec le pied l'objet qui est enfoui dans le sol. On lui fait en contact et tout, qu'est-ce que tu ressens dans tes pieds, etc. Tu ressens, donc il décrit qu'il sent qu'il y a des dessins, enfin, parce que c'est gravé dans le... Et puis ensuite, à l'étape suivante, on ne lui montre toujours pas, à l'étape suivante, on va aller, tous les hommes qui sont du même totem, vont aller dans l'endroit où sont cachés les Churinga, les objets sacrés. Alors, dans le passé, c'était dans des grottes, maintenant c'est moins, on va dire, moins poétique, c'est parfois dans des carcasses de voitures ou cachés dans des bidons d'essence, enfin des trucs comme ça. Mais les hommes vont là, chantent, donc entament une mélopée plutôt qu'un chant qui raconte l'histoire de l'ancêtre en question. Et c'est assez sanguinolent, c'est assez violent parce qu'on se coupe des veines ici, on asperge de sang les objets en question. Ensuite, on les frotte avec du sable et on remet sur le corps des hommes. Et donc le garçon là, il est toujours un peu perturbé et au bout d'un moment, encore au stade suivant, on va lui montrer ce qu'est son vrai objet. Et peu de temps avant la mort, on lui fait comprendre qu'en fait, cet objet c'est son double physique et qu'au moment de la mort, la partie spirituelle qui est partie du site sacré où il était va réintégrer cet objet en question et va continuer, une espèce de perpétuation de l'espèce. Mais ça prend très longtemps. C'est-à-dire que l'initiation permet d'apprendre qu'on n'est pas soi, enfin on n'est pas soi en tant qu'humain, on est l'émanation d'une puissance ancestrale qui est contenue dans un objet, un objet cultuel. Et voilà. Mais c'est très compliqué d'en parler parce qu'il y a beaucoup maintenant de réticences, et on peut comprendre les aborigènes qu'on parle de ça, qu'on aborde les questions, qu'on les montre, qu'on utilise le terme, donc c'est très très compliqué. Et je disais à un de vos camarades tout à l'heure, là effectivement je retourne en Australie, mais bon, entre-temps j'ai fait du terrain ailleurs, donc notamment à Madagascar, au Laos. Au Maroc. Oui, où là c'est plutôt les autorités, qu'il faut faire un peu une demande, etc. Là, les 3 communautés aborigènes où je vais, parce que je ne retourne pas que là, je vais dans 3 autres sur des questions plutôt liées à l'écotourisme, c'est pour ça que j'en ai parlé à la fin. Il a fallu que je remplisse ces documents avec, on n'a pas ça encore en France, le numéro de référence pour un comité d'éthique. Si on n'a pas ce numéro-là, on ne peut pas publier dans aucune revue. Aucune revue anglo-saxonne maintenant n'accepte qu'on puisse publier si on n'a pas l'approbation par un comité d'éthique qui est approuvé par je ne sais pas quel organisme. Et toutes les facs, enfin en tout cas Montpellier, sont en train de mettre en place des comités d'éthique qui pourront délivrer un numéro de... C'est très, très normé maintenant, très, très contrôlé. Moi je vais faire archéo maintenant. C'est pire. C'est grave.
C'est pire encore. Ah, Non, c'est pas. Pour vous dire que c'est pas toujours simple non plus de faire de la recherche, que c'est compliqué, mais que après tout, voilà, vous avez sûrement toutes et tous entendu parler maintenant du protocole de Nagoya, de ce qu'on appelle les APA, les avantages partagés. Voilà, c'est aussi normal que les gens puissent avoir un retour ou sachent où va l'information qu'ils vous ont donnée. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que si vous allez au bout du processus de ce qui est dit dans le protocole de Nagoya, si vous travaillez par exemple sur l'élevage chez les Berbères, faudrait presque, même quand vous sortez un article, il faudrait presque les noms des moutons, quoi, parce que chaque personne qui a contribué à vous donner une information sur votre travail doit être mentionnée nommément dans l'article, en nom propre. Et sinon, ah bah sinon, c'est ça. Non mais bien, et Ubu, c'est en bonne santé. Compliqué, non mais compliqué, mais en attendant, allez voir à l'occasion sur le site de la Société internationale d'ethnobiologie. ISE, non, pourquoi? ISE, pour lequel j'étais le représentant pour l'Europe, ils ont un code d'éthique qui a été traduit dans pas mal de langues, en quechua d'ailleurs, je crois. Non, c'est possible, ouais. Non, mais ça a été traduit dans plein de langues. Et je trouve que c'est extrêmement important de connaître au moins quelles sont les revendications des populations autochtones par rapport au fait de travailler chez elles, de venir prendre de l'information, des objets, etc. Bon, même si on n'est pas à signer le truc. Il faut signaler quand même, n'est-ce pas, que certaines communautés autochtones ont subi depuis la création et l'existence de la naissance de l'ethnologie moderne, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, début du 20e, fin du 19e, début du 20e essentiellement, il y a des communautés dans le monde qui ont vécu plus d'horreur que d'autres, notamment les aborigènes, c'est vrai, notamment les Amérindiens, c'est vrai, ou les Indiens en Amazonie, c'est vrai. Il y a d'autres endroits dans le monde où on était un petit peu, enfin, les gens qui étaient là dans les empires coloniaux étaient peut-être un peu moins difficiles, je sais pas. Il y a des termes plus sympas, plus neutres, ou plus attentifs. Alors évidemment, ça donne des résultats un peu étranges parfois, un peu exagérés aussi. Il reste que je vais défendre les technologies plus classiques d'avant. Elle était en général assez bien faite aussi, au point de vue éthique aussi. C'est pas parce qu'on n'avait pas de comité. Ici, à l'université, on a de plus en plus de comités théodules, et c'est pas mieux. C'est même de pire en pire, on va dire, globalement. Hein, donc, bon, alors moi, je vais revenir à des questions plus intéressantes pour moi sur l'exposé. Tu parles du serpent arc-en-ciel, qui est donc une figure mythique commune à peu près à toute l'Australie aborigène, et notamment dans les Kimberley, puisqu'on va prendre cet exemple-là, donc qui est associé à tous les grands thèmes, la fertilité, qui est au-dessus des totems même. On n'a pas un totem, un serpent arc-en-ciel est trop puissant. Eh bien, ça me rappelle étrangement, pour une autre ère, l'Asie du Sud-Est évidemment, et l'Extrême-Orient, et j'inclus probablement évidemment aussi l'Inde, l'Asie du Sud, le dragon chinois et le naga. Indien, et qui a un peu le même rôle, sauf qu'il a quelque chose en plus. En complément, puisque c'est un élément, il fait partie d'un couple dyadique à chaque fois, autant en Inde avec le serpent naga mythique, qui est associé évidemment au Garuda mythique, le grand vautour à tête humaine, et d'autre part en Chine, si je schématise, le dragon chinois associé évidemment à l'empereur, et le phénix féminin associé à l'impératrice. Et ce sont des couples dyadiques indissociables. En Asie du Sud-Est, tout ce qui relève soit du dragon, c'est la même chose, soit du serpent, du point de vue symbolique, c'est la même chose. C'est structurellement la même entité, renvoie à la saison des pluies pour ce qui concerne l'Asie du Sud-Est, continentale et insulaire, côté non océanienne. Quand on se rapproche de l'Océanie,
plus on va vers les Moluques, plus les valeurs peuvent s'inverser en restant très similaires. Le serpent est associé à la virilité, est associé à la séniorité, est associé au monde tellurique ou à la tige, un peu comme ici, alors que l'oiseau, le vautour, l'aigle, etc., le phénix est associé à la féminité, à la saison sèche et à plein d'autres éléments. Ils sont toujours duels, si vous voulez. Or, les sociétés d'Asie du Sud-Est dans leur ensemble sont caractérisées sur le plan notamment des systèmes de parenté, etc., par la majorité des systèmes de parenté sont indifférenciés, ou quand ils sont patries, ils sont quand même extrêmement marqués d'une certaine importance de la matrilinéarité, de l'importance de la position de la femme, de l'épouse, de la mère. Alors, tu as rappelé l'importance de la mère originelle, puisque le serpent est d'abord celui de descendant, enfin, représente la mère originelle. La mère créatrice. Oui. La mère créatrice. Et puis ensuite, c'est toujours ce couple divinité un peu, depuis le paléolithique, de la déesse mère créatrice, avec son fils incestueux, qu'elle met à mort d'ailleurs souvent, et qui en fait qui renvoie, c'est des grands mystères, c'est des grandes hypothèses. Donc on était un peu battu en brèche par Alain Telstar très récemment dans son essai La déesse et le grain, qui est paru déesse et le grain, elle a été éditée en 2016, hein, c'est ça 2012 je crois. Enfin, très récemment, et donc, est-ce que c'est pas parce qu'en Australie, il n'y a pas de société, les sociétés aborigènes ne sont pas hiérarchisées, c'est ça? Ils sont plutôt égalitaires, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça, hein? La hiérarchie, elle se fait par le grade dans l'initiation, c'est ça. Mais c'est pas une hiérarchie aussi nette, une stratification aussi non, nette non, bien sûr, en Inde, bien sûr. Non, c'est sûr. Où il y a des aristocrates, des hommes libres et des esclaves, par exemple, enfin, pour schématiser. Alors, finalement, la figure d'un dragon ou d'un serpent mythique qui représente l'humanité, alors son côté masculin ou son côté féminin, hermaphrodite, là en l'occurrence c'est un peu hermaphrodite, c'est très intéressant à comparer. Enfin, moi je trouve ça, c'est un élément qui dépasse très largement, en point de vue de son affaire, très largement le seul champ de l'océan qui est déjà immense. Oui, mais on sait aussi qu'on a affaire là à des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Oui. Les gens qui ont un jour attrapé un serpent, quand on ouvre le ventre, on voit bien qu'il y a des ovipares, donc tout un tas des œufs à plus ou moins grande maturité à l'intérieur et que ça bouge et tout ça. Donc de là à extrapoler, on a toujours, je pense, des références de ce niveau-là. Et les références sur l'ensemble de l'humanité, souvent, c'est... Oui, on a un peu les mêmes, les mêmes tiroirs, les mêmes. Alors bon, parfois c'est complètement différent, mais c'est souvent de réinterprétation, en tout cas liées aux activités humaines et aux relations que les hommes entretiennent, non seulement on va dire avec le monde extérieur, l'environnement, pour faire simple, hein, pas reprendre la nature au sens large, mais c'est aussi les relations, je crois, qu'ont les sociétés entre elles par rapport à la nature, qui est intéressante à regarder. Oui. Alors, on va terminer sur ça, et en remerciant d'abord Bernard Monmoiseau ici, et Isabelle Yaya là, parce que logiquement. Et donc, mais on prend date avec Bernard dès maintenant pour une date à fixer, pour la suite, le show, pour savoir ce que deviennent ces serpents, et surtout ces histoires de... Est-ce qu'ils vont oublier l'amont et l'aval de ce mythe? On verra bien. Nous le verrons dans un prochain épisode. On vous remercie.